tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache. Vous savez quoi? Quand on a vécu en colocation avec 3 Alsaciens, une multitude de vérités insoupçonnées s'ouvre à vous. C'est ainsi que j'ai découvert qu'on ne disait pas une flamme cuche mais une flamme Akuhara, que le plus grand club de tous les temps est le RCS, dont Marc Keller n'est autre que le dieu vivant dont il faut savourer chacune des secondes de sa présence sur Terre, ou encore que la Lorraine n'existait pas. Bref, aujourd'hui, et je m'excuse par avance pour tous les noms à consonance germanique que mon maigre niveau d'allemand LV2 risque d'écorcher, mais on va parler des vins d'Alsace. Alors, l'Alsace ou Elsace. est une région viticole située au nord-est de la France et qui s'étend sur 2 départements que sont le Bas-Rhin, situé en haut de la carte, et le Haut-Rhin, situé en bas. Et, bien que cela puisse paraître antinomique, cette géographie est en réalité totalement logique, puisque le Rhin, prenant sa source en Suisse, descendra en direction du nord jusque dans l'immense delta des Pays-Bas. Mais bref, pour en revenir à nos cigognes, sachez que le vignoble comptait en 2017 15 865 hectares de vignes, ce qui fait de l'Alsace l'un des plus petits vignobles de France, ne représentant que 2,53% de la production nationale. D'ailleurs, en parlant de petitesse, sachez que c'est aussi l'une des caractéristiques des exploitations alsaciennes, puisqu'en l'an 2000, 47,7% d'entre elles étaient inférieures à 1 hectare. Alors, certes, en termes de superficie agricole utile, elle restait négligeable, puisque ne représentant qu'entre 5 et 6% de la superficie totale du vignoble, mais cette proportion de taille d'exploitation était près de 70 fois supérieure à la moyenne nationale d'alors, puisque 28% des exploitations viticoles françaises étaient inférieures à 1 hectare. Et si je m'attarde sur des questions de superficie agricole utile, ce n'est pas uniquement pour me faire embaucher par le département études et statistiques du ministère de l'Agriculture, la Greste, mais plutôt parce que c'est très souvent l'un des syndromes révélateurs des vignobles, où l'entente entre les différents acteurs commerciaux fut un pénible calvaire, mais nous y reviendrons. Et dans ce charmant petit vignoble qu'il en a d'être bien beau du nord-est de la France, qui produit-on donc? Eh bien, l'Alsace est clairement une terre de vins blancs, puisque toujours d'après le rapport des douanes dont je vous parlais dans mon précédent épisode, les vins blancs représentaient en 2017 92,7% de la production alsacienne, suivi de 5,8% de rosé et enfin d'1,5% de vin rouge. Et pour ceux qui se demanderaient « Attends mec, le rosé, c'est pas le vin des cigales et de la pétanque normalement ?» Je vous rétorquerai que la production de ces vins est principalement destinée à la création des créments rosés. Et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai longtemps imaginé l'Alsace comme étant un vignoble né assez tardivement. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours intuitivement associé l'histoire de cette région à celle des peuples germaniques. Or, le vin s'étant principalement développé en France sous l'égide des Romains, je supputais que l'Alsace s'était découverte une vocation viticole assez tardivement. Et bah pas du tout en fait. Historiquement, il se trouve que ce sont les Celtes qui furent les premiers à s'intéresser aux vignes sauvages, appelées aussi lambrusques. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien vers l'article de Louis Levadoux intitulé « Les populations sauvages et cultivées de Vitis vinifera », ce qui ferait d'ailleurs un super choix de 3e menu dans Burger Quiz pour ceux qui souhaiteraient approfondir. Mais, pour faire simple, les Celtes tiraient des vignes sauvages de la famille des Vitis vinifera sylvestri, un jus intantiné grossier à boire immédiatement après sa fermentation spontanée. Cependant, les premiers à avoir domestiqué nos vignes actuelles, de la famille des Vitis vinifera sativa, furent en réalité les Romains. En effet, autour de l'an 58 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois, qui portaient des capotes en bois, craignaient l'invasion d'Arioviste, un chef germanique, et firent appel à Jules César afin d'écraser la menace des peuples germains. Et c'est ainsi que, dès le IIe siècle, l'Alsace rentra dans la sphère de Rome et que des vignes domestiquées furent plantées par l'Empire. Alors, je pourrais vous retracer toute l'histoire du vignoble depuis sa création, en vous expliquant, par exemple, que les multiples guerres et invasions des peuples alamans ont perturbé la région au 5e et qu'elle vit ainsi ses cultures décliner. Qu'il fallut alors attendre l'arrivée des Mérovingiens et des Carolingiens pour assister au rétablissement d'une culture de la vigne, ou encore que l'apogée des vins d'Alsace intervint au XVIe siècle, période à laquelle seuls les meilleurs cépages furent plantés et où l'on commença à avoir les prémices des grands crus avec des vins qui s'exportèrent dans l'Europe entière, voire enfin qu'en termes de superficie, le vignoble fut à son zénith en 1828, date à laquelle il couvrait près de 30 000 hectares. Cependant, comme nous avons encore beaucoup de sujets à aborder et notamment des thématiques bien plus actuelles, je me permettrai une petite ellipse temporelle qui nous emmènera jusqu'en 1870. Bon, si vous avez déjà traîné avec des Alsaciens, vous le savez très certainement déjà, mais il y a 2 sujets à ne jamais aborder avec eux si vous voulez rester en bons termes. Le premier, c'est la délicate ambiguïté qu'ils entretiennent avec leurs proches voisins lorrains. Et pour le second, c'est l'ensemble des relations un brin complexes et contrastées avec le Saint-Empire germanique qui ont échelonné l'histoire de la région. Mais quand même,
il va falloir que l'on parle de l'influence allemande sur ce vignoble. Oui, parce que, si vous vous souvenez bien de vos leçons d'histoire, suite à la fin de la guerre franco-prussienne, en 1871, l'Alsace et la Moselle furent de nouveau annexées par l'Allemagne. Or, il se trouve que cette annexion va être une véritable catastrophe pour le vignoble. Alors que, déjà, initialement, les ventes de vin de la région ne se portaient pas de manière optimale. En effet, les blancs locaux connaissaient la concurrence des gros rouges à très bas prix venus du Midi, et les principaux marchés d'export, comme la Suisse, venaient d'imposer de nouvelles barrières douanières. De par cette difficile conjecture économique, les surfaces se réduisirent et nombre de paysans choisirent l'exil. Quant à ceux qui décidèrent de rester, pour survivre, ils n'hésitèrent pas à planter de nouveaux cépages plus productifs et donc moins qualitatifs, à sucrer les vins via la technique de la chaptalisation, voire même de produire des vins contrefaits en les coupant avec de l'eau via le procédé dit du mouillage. Et pour couronner le tout, et comme si cela ne suffisait pas, avec l'arrivée de nouveaux cépages américains, de nouvelles maladies inconnues et ravageuses comme l'oïdium, le mildiou ou ce terrible puceron qu'est le phylloxéra vinrent à ravager les vignes. Bref, c'est dans ce lourd climat aux 12 ères de marasme économique qu'intervint la mise sous tutelle allemande. On aurait pu penser que cette annexion apporterait de nouveaux débouchés aux vins alsaciens, mais dans la réalité, ce fut tout le contraire qui arriva. Tout ceci est d'ailleurs parfaitement expliqué dans l'article sobrement intitulé « Le vignoble alsacien d'André Lucius », daté de 1922. Et croyez-moi, ce n'est pas tous les jours que je m'appuie sur des sources qui ont quasiment un siècle. Dans celui-ci, l'auteur nous explique que si le vignoble d'Alsace-Lorraine était le producteur le plus important de l'Empire prusse, avec des récoltes qui représentaient 39% du volume total, dans la réalité, les Allemands étaient surtout friands des vins rouges français, espagnols, italiens ou encore hongrois. Ainsi, les vins blancs alsaciens servaient principalement à couper ou à allonger les vins du Rhin. D'ailleurs, nulle part en Allemagne, ils n'étaient consommés en tant que vin d'Alsace. Une loi de 1900 consacra même cette pratique du coupage, et l'on pouvait parfaitement dénommer un vin de par sa provenance géographique, tant que sa région d'origine représentait à minima 51% de l'assemblage. De fin gourmet ces Allemands, Dutch Qualitat. Ainsi, n'étant plus recherché pour ses qualités spécifiques, la viticulture alsacienne s'orienta petit à petit vers la production de vins ordinaires qui ne pouvaient être consommés qu'après un sucrage très abondant et ou après avoir été coupés avec des vins étrangers. De même, l'encépagement du vignoble, anciennement dominé par des cépages nobles comme avec le Riesling ou le Gewürztraminer, se modifia au détriment de variétés grossières et à fort rendement, au point que les Alsaciens eux-mêmes, rebutés par ces vins de piètre qualité, se tournèrent vers la consommation de la bière. Force et houblon. Puisqu'en 3 décennies, la consommation passa de 42,5 litres par habitant en 1872 à près de 83,3 litres en 1902. Sauf qu'en 1919, Cocorico motherfucker, suite à la victoire de la plus grande nation au monde, l'Alsace redevint française. Le vignoble, alors à la croisée des chemins, va se poser la grande question. Doit-on continuer de s'orienter vers de nouveaux cépages hybrides et très productifs comme le Cébel ou l'Oberlin, ou doit-on, à l'instar d'autres régions viticoles françaises de renom, tout miser sur des cépages très qualitatifs mais au rendement moindre? La réponse, vous vous en doutez, fut le choix de la qualité. Et c'est ainsi, et bien que cette nouvelle orientation ne se fût pas sans heurts, que dès 1945 fut mise en place une nouvelle délimitation de l'aire du vignoble, ainsi que de nouvelles règles de production et de vinification. Et en 1962, l'Alsace décrocha enfin le Saint Graal, puisque l'AOC Alsace fut reconnue par l'INAO. S'ensuivit en 1975 l'AOC Alsace Grand Cru, qui vint consacrer les meilleurs terroirs de la région, et enfin, un an plus tard, l'appellation Crément d'Alsace vit le jour. Ces 3 AOC étant aujourd'hui encore les seules existantes. Et je ne rentrerai pas plus dans le détail, puisque nous allons y revenir dans la suite de cet épisode. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Ou du moins, pourquoi est-ce que je tenais à mettre en lumière ce vignoble? Eh bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est l'un des plus fascinants pour quiconque compte à s'initier au vin. Vous le savez, je suis un grand amoureux d'un apprentissage didactique du vin via les cépages, et en la matière, les vins d'Alsace font référence. Puisqu'avec 12 cépages blancs, plus un noir autorisé en appellation Alsace, et seulement 6 cépages nobles autorisés pour les grands crus, dont la dénomination n'est valable que pour les blancs, on sait clairement à qui nous avons affaire. Ainsi, si vous êtes sur un Riesling, vous saurez que vous vous retrouverez face à un vin fruité qui, jeune, s'exprimera sur les agrumes et la pomme, tout en étant bâti sur une acidité tranchante. Qu'avec un Gewürztraminer, vous serez à l'inverse sur un vin à l'acidité légère, mais avec des arômes enivrants de rose et de litchi, ou encore qu'un Pinot Gris sera un juste équilibre entre acidité et alcool, avec des notes de pêche et de miel. Bref, cette approche me semble bien plus intuitive que nombre d'appellations, où le style des vins variera grandement en fonction de l'encépagement, les Côtes-du-Rhône ou les Saint-Émilion en étant un parfait exemple. Et en même temps, je pense que l'Alsace est l'un des vignobles de France les plus complexes à aborder. Je trouve que le déchiffrer et devenir un expert en Alsace est un long et pénible chemin de croix,
et que la région a échoué dans la politique de valorisation de ses appellations et plus particulièrement celle de ses crus. Si vous avez attentivement suivi cette chaîne, je vous ai très souvent parlé des questions de cépage et d'appellation, vous expliquant que deux modèles se sont toujours historiquement affrontés. Le modèle anglo-saxon, qui met en avant la variété de raisins, et le modèle français, qui met en lumière le terroir via les notions d'AOC. Or, l'une des grandes questions d'un point de vue marketing pour notre industrie, et notamment avec l'arrivée de la mondialisation et de la concurrence de nouveaux pays producteurs, a été de décider quel modèle adopter. L'appellation ayant toujours historiquement prédominé, c'est elle qui s'est finalement imposée, comme nous l'avons vu dans le double épisode intitulé « L'appellation d'origine compliquée ». Dans celui-ci, je vous expliquais d'ailleurs que ce système jugé archaïque, voire médiéval, se révèle être aujourd'hui l'un de nos plus beaux atouts à l'export. Ainsi, de nos jours, si vous voulez valoriser vos appellations et créer de la valeur, l'un des procédés notables est de passer par la mise en avant de vos crus. Or, comme je vous le disais un fugace instant plus tôt, à mon humble avis, pour l'Alsace, cela a été un relatif échec. Et pour vous expliquer pourquoi je pense cela, il va tout d'abord falloir que je vous présente les deux modèles de valorisation des appellations et des crus qui prédominent en France. Alors, déjà sachez avant de commencer que la notion de cru a une définition assez floue en France et que chaque vignoble peut plus ou moins en faire ce qu'il veut. Je vous laisserai là encore le lien vers l'article 284 du Code du vin pour les jusqu'au boutistes. Et d'où le fait aussi qu'il y a plusieurs modèles. Le premier, c'est celui des vignobles plutôt orientés sur les marques, comme celui de Bordeaux. Dans les AOC bordelaises, notamment celles du Médoc, et qui sont délimitées géographiquement, on va retrouver au sein de celles-ci des crus qui correspondent à l'ère d'implantation des vignes des châteaux. Par exemple, sur l'appellation Pauillac, les crus classés de 1855 correspondent aux châteaux La Tour, Mouton Rothschild, Pontet-Canet, Grand Puy-Lacoste, etc. Donc, à Bordeaux, un cru égale un château égale une marque. C'est d'ailleurs un modèle qu'a essayé de recopier l'appellation Côte de Provence avec ses 18 crus. Et cette politique de valorisation, c'est ce que j'appellerais le modèle de l'emmental, puisque toutes ces propriétés sont parsemées au milieu d'un énorme terroir et donnent la même forme que ce bien drôle de fromage au goût ma foi un brin trop surcoté, et oui désolé mes amis savoyards, il faut bien voir la vérité en face. Le deuxième modèle, c'est le modèle bourguignon, dont l'un des plus beaux exemples se trouve dans les vignobles de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuit. Dans ceux-ci, chaque appellation est morcelée dans sa totalité via des crus qui correspondent à des parcelles. Par exemple, si je prends l'appellation Chassagne-Montrachet, vous pouvez voir que l'intégralité de l'aire cultivable est répartie en terroirs bien délimités. Les moins prestigieux étant classés en appellation village, comme avec les Lombardes ou Champ derrière, les plus renommés étant classés en premier cru, comme avec les Grands Clos ou Clos Saint-Jean, et enfin les terroirs d'élite sont classés en grand cru et ont même le droit à leur propre appellation, comme avec l'AOC Criot-Bâtard-Montrachet ou Montrachet. Bref, en Bourgogne, pour faire court, un cru égale une parcelle partagée par plusieurs vignerons, sauf pour les crus dits en monopole, où l'on ne retrouvera, vous vous en doutez, qu'un seul vigneron, mais ceci reste assez rare. Et ce modèle, c'est celui que je qualifierais de puzzle, puisque l'ensemble des parcelles s'imbrique pour former une grande fresque viticole. Et bien pour l'Alsace, je dirais que l'on est sur un modèle hybride dit de l'Emmentuzzle ou du Pusal, parce que si on nommait l'appellation Crémant d'Alsace, comment se dessine le vignoble? Vous avez une méga appellation appelée Alsace, qui s'étend tout de même sur 2 départements. Au sein de cet immense terroir, vous retrouverez des parcelles implantées telles des trous d'emmental, qui vont être classés en grand cru, et qui fonctionnent un peu comme des marques, puisque chaque grand cru va essayer de développer sa notoriété. Mais en même temps, comme ce sont des parcelles délimitées, avec plusieurs vignerons se partageant ces terres, on se retrouve avec un emprunt au système de valorisation à la bourguignonne. Or, pourquoi ce système fonctionne si bien en Bourgogne? Parce que l'entièreté du vignoble est morcelée. Et là fut d'ailleurs tout le génie bourguignon, il faut bien l'admettre. Sauf que pour l'Alsace, je suis désolé, eh bien non, cela ne fonctionne pas, et cela pour une raison bien simple, c'est qu'il manque un échelon. L'aire qui entoure ces grands crus est beaucoup trop vaste. Lorsque j'ai énoncé les deux modèles prédominants en France, j'ai notamment évoqué l'appellation Pauillac à Bordeaux et l'appellation Chassagne-Montrachet en Bourgogne. Mais ce que j'ai rapidement éclipsé, c'est que pour ce modèle de l'emmental ou du puzzle, ces deux appellations étaient elles-mêmes des sous-divisions d'un, voire de plusieurs vignobles. L'AOP Pauillac est une appellation de 1213 hectares implantée dans le vignoble du Médoc, qui est lui-même une branche du vignoble bordelais. Et l'appellation Chassagne-Montrachet, de 305 hectares, appartient à la Côte de Beaune, qui appartient elle-même à la Bourgogne. Un véritable jeu de poupée russe, si vous préférez. Sauf que, pour l'Alsace, ce travail de division du vignoble via les appellations n'a pas été réalisé, et on se retrouve donc avec près de 16 000 hectares, au sein desquels on a décidé de promouvoir 1630 hectares en grand cru. Bref, le vignoble ne me semble pas assez fragmenté, et de cela, il en découle 2 conséquences. La première, c'est qu'il est très difficile à valoriser. La seconde, c'est qu'il est très ardu de s'y repérer, géographiquement parlant, pour l'amateur. Moi le premier,
je suis fichtrement perdu dès qu'on me parle d'Alsace. Parce que si vous me demandez où se trouve le Grand Cru Charmes-Chambertin, je sais qu'il se trouvera dans le vignoble de Bourgogne, au nord de la Côte de Nuit et dans l'aire d'appellation Gevrey-Chambertin. Alors que si vous me demandez de placer le Grand Cru Gluckelberg, je vous répondrai juste que il est là, quelque part quoi. Et j'ai clairement l'impression de jouer aux fléchettes les yeux bandés quand je dois situer un Grand Cru alsacien. Et alors, attention, j'ai bien en tête que valoriser ces crus n'est pas quelque chose d'évident. C'est d'ailleurs la même problématique qui s'est posée à la méga appellation Champagne, qui fait tout de même près de 31 000 hectares, et celle-ci n'a pas su mieux y répondre, puisqu'aujourd'hui, très peu de personnes connaissent les premiers et les grands crus sans effectuer une recherche sur Google. Sauf que la Champagne a eu une chance, c'est qu'elle pouvait déjà s'appuyer sur des marques puissantes, comme avec Roderer, Bollinger, Perrier-Jouët, Dom Pérignon, Krug, Moët-et-Chandon, Tétinger, etc. Outrepassant ainsi les questions de crus. Or, l'Alsace, de par ses très nombreux petits propriétaires dont je vous parlais en introduction, et des innombrables crises qu'elle a traversées, n'avait pas ces marques puissantes sur lesquelles se reposer. Bon, aujourd'hui c'est en train de changer avec une société très bien implantée auprès du grand public comme Wolf Berger, ou avec des maisons bien plus prisées des amateurs comme avec Bodgeil, Trimbar ou Ugel, mais c'est encore relativement récent. Toujours à propos des grands crus, et je m'excuse par avance si j'ai l'air un peu trop focus sur cette question, mais si la AOP Alsace Grand Cru, créée en 1975, en comptait 25 produisant exclusivement des blancs, elle en dénombre aujourd'hui près de 51. Je pense que cela fait beaucoup trop. Et pour cela, je prendrai là encore l'exemple de la Bourgogne. Ce vignoble, composé de 30 000 hectares, soit tout de même 2 fois la superficie viticole de l'Alsace, en compte 33, en blanc et en rouge. Et, en plus d'être 1,6 fois moins nombreux qu'en Alsace, ces grands crus sont facilement regroupables par pôle et par couleur de vin. Ainsi, pour les vins blancs, vous savez que vous retrouverez 3 pôles de grands crus issus soit de Montrachet, soit de la colline de Corton, soit de Chablis. Et pour les vins rouges, et avec un peu d'expérience, vous saurez que l'on dénombrera les grands crus de Vosne-Romanée, de Moret-Saint-Denis et de Gevrey-Chambertin. Grossièrement. Or, pour l'Alsace, du fait du non-morcellement de la AOP, ce travail de regroupement géographique est absolument impossible, et de plus, on peut aussi difficilement les rassembler par cépage. Oui, parce que, là encore, si pour la Bourgogne, les choses sont très simples, tous les grands crus en blanc proviennent de l'unique cépage chardonnay, et tous les grands crus en rouge proviennent du pinot noir, pour l'Alsace, eh bien ce n'est pas la même sauce. Par exemple, pour le grand cru Zinköpfle, celui-ci est dominé par le Gewürztraminer à hauteur de 60%, suivi de 24% de Pinot Gris, de 15% de Riesling et d'1% de Muscat. Là où, pour le Pfingstberg, grand cru voisin localisé juste au sud, celui-ci sera dominé par le Riesling à hauteur de 51%, suivi de 27% de Gewürztraminer, 21% de Pinot Gris et 1% de Muscat. Alors oui, je sais parfaitement que si telle variété est implantée sur tel terroir, c'est le fruit d'années d'observation et de connaissances méticuleuses du sol et du climat. Mais pour le consommateur lambda qui débute, c'est un brin laborieux. D'autant qu'en plus des problématiques de morcellement du terroir, de la valorisation des grands crus, des encépagements tous différents, intervient en plus la question des dosages en sucre résiduel. Oui, parce que, héritage de la glorieuse influence du vignoble allemand, l'Alsace possède une gamme de vins pianotant entre vins secs et moelleux, et ça je ne peux m'empêcher de penser que c'est un vestige du modèle de classement un brin idiot de nos amis teutons, dont on reparlera une prochaine fois, et qui classe les produits en fonction de la teneur en sucre des mous entre Kabinett, Spätless, Trockenbeeren Ausless et autres joyeusetés. Mais le fait est qu'avec cette nouvelle donnée supplémentaire, on peut se retrouver chez certains vignerons avec une gamme où l'on proposera des blancs secs d'AOP Alsace, déclinés sur de multiples cépages, des blancs moelleux d'AOP Alsace, comme les fameuses vendanges tardives, des vins blancs secs d'AOP Alsace Grand Cru, et des blancs moelleux d'AOP Alsace Grand Cru. Mais aussi des créments en blanc et en rosé, plus éventuellement des Edelzwicker, des gentils d'Alsace et des vins de glace, ainsi que d'éventuels vins rouges et rosés. Bref, il n'est pas inhabituel de voir des domaines proposer une quinzaine de cuvées différentes, voire plus. Le marketing appellera cela une fabuleuse diversité de l'offre et une mosaïque d'expressions des plus grands terroirs alsaciens, mais moi, j'appelle ça un véritable casse-tête pour le consommateur néophyte. Et cette problématique n'est pas exclusive aux vins d'Alsace, j'en ai bien conscience. Le Jura, par exemple, avec ses vins jaunes, ses vins de paille et ses cépages autochtones, est un peu dans la même panade. Mais alors, au final, quelles sont les racines de ce constat assez négatif que j'ai dépeint malheureusement de l'Alsace, entre la question du difficile morcellement des terroirs, de la valorisation des appellations, ou encore de l'épineuse problématique des étendues de gamme? Eh bien, je crois qu'il faut aller les chercher dans ce parcours assez chaotique qu'a connu ce vignoble.
Tantôt française, tantôt allemande, la région fut ballottée au gré des affres de la guerre entre ces deux administrations. Et la fameuse période de 1871-1918 fut un terrible cataclysme pour elle. Conjuguée à la crise viticole qui planait déjà telle une épée de Damoclès, l'Alsace est ressortie traumatisée de ces 5 décennies. Et alors mon interprétation, purement personnelle pour le coup, c'est que celle-ci a dû développer un certain complexe d'infériorité par rapport aux autres vignobles français. Puisque ces productions n'étaient alors considérées, dans le meilleur des cas, que comme des vins de piètre qualité issus de cépages grossiers et à fort rendement, et, dans le pire des cas, que comme des vins frauduleux, coupés ou mouillés. Alors, lorsqu'elle fit le choix courageux de la qualité, et on ne peut que saluer les hommes qui se sont battus pour cela, comme Pierre Boire ou Marcel Blanc, je pense qu'elle a voulu prouver qu'elle pouvait exister, et tenir la dragée haute aux autres vignobles en obtenant ses galons via les appellations. Mais le souci, c'est qu'elle avait déjà accumulé un certain retard. Car si l'AOC Alsace Grand Cru a été reconnue il y a 44 ans et l'AOP Alsace il y a plus de 57 ans, cela reste au final assez récent au regard des 6 premières AOC originelles, établies en 1936, comme avec Châteauneuf-du-Pape ou Arbois, Club des 6 qui précéda d'ailleurs la même année la reconnaissance de 70 autres appellations. Ainsi, ma vision, c'est que la reconnaissance des AOP alsaciennes s'est peut-être réalisée dans une précipitation un brin trop hâtive. De plus, il faut ajouter que la collaboration pour obtenir un consensus dans le vignoble n'a pas été chose aisée. Au sortir de la Première Guerre mondiale, étape clé où il fallait choisir entre volume ou qualité, on ressent très bien, et via un style empreint de retenue dans le livre Le Siva, le vignoble d'Alsace, leur histoire, que je vous recommande d'ailleurs très chaudement, que les réunions du futur conseil interprofessionnel du vin d'Alsace viraient assez vite aux querelles de clochers. Il y avait l'air d'avoir de sacrées têtes de mule. Enfin plutôt de Muller en Alsace. Oui, parce que si j'accorde énormément de vertus au monde agricole, parmi lesquelles je pourrais vous citer la ténacité, le goût du travail bien fait, la transmission des valeurs, l'humilité, etc., je dois me reconnaître que la diplomatie n'en fait pas forcément partie. Peut-être que le contact client n'est pas mon point fort. Bref, c'est très bien décrit par l'auteur, Nicole Logel, mais les réunions avaient l'air d'être de sacrées foires d'empoigne entre les très nombreux petits propriétaires, les caves coopératives, les exploitations plus importantes et le négoce. Par exemple, lorsqu'il fallut s'entendre dans les années 50 sur le prix des raisins commercialisés par les producteurs à destination du négoce, Raymond Baltenweg nous explique que, quand je les voyais s'accrocher, parfois je souriais. Ils réagissaient tous avec la même façon. Mais il fallait commencer par ces négociations de marchands de tapis. 12 réunions étaient parfois nécessaires sur un sujet qu'on aurait sans doute pu régler en une seule. Et vous savez quoi ? Eh bien je me rends compte que pour l'instant, cet épisode sur l'Alsace est d'une bien morne déprime. Ainsi, afin de vous redonner un peu de baume au cœur, et de ne pas me mettre tout un peuple à dos, j'avais le choix entre soit vous exécuter un incroyable et astucieux spectacle de jongle, soit finir sur une note bien plus positive. Parce que ce qui me rend absolument dingue à propos de cette région, c'est qu'à mon humble avis, eh bien elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Pourtant, elle mériterait d'être sur l'échiquier des plus grands vins blancs au monde. Et cela notamment parce qu'elle possède, pour moi, une arme fatale, le Riesling. Riesling, je sais jamais vraiment comment on doit le prononcer. Alors, on en reparlera dans un prochain épisode de Cépage sorcier, mais le Riesling est unanimement considéré avec le Chardonnay comme le plus grand cépage blanc. Et allez, je vais être sympa, je vais aussi rajouter le Sauvignon, parce que sinon, je sais que tous les Bordelais et les Ligériens vont venir pousser des cris d'orfraie dans les commentaires. Et si la France n'est que le 4e pays producteur derrière le mastodonte allemand avec 45%, suivi des USA 10% et de l'Australie 8%, le fait est que la quasi-totalité des vignes françaises de Riesling sont concentrées en Alsace. Or, dans l'industrie du vin, la marque France sera toujours plus forte que celle des 3 autres pays que je vous ai cités précédemment, puisqu'à l'international, nous sommes LA nation du vin, et j'ai l'intime conviction que la région devrait en faire son cheval de bataille. Mais cela, eh bien je pense que les acteurs du vignoble semblent l'avoir plutôt bien compris, puisque si dans les années 60, l'Alsace était principalement reconnue pour ses petits blancs sympas élaborés à partir du sylvaner, celui-ci fut arraché en masse pour le remplacer par des Riesling dont la surface a quintuplé en 50 ans. Après, no disrespect envers le Gewürztraminer ou le Pinot Gris, qui sont considérés comme les 2 autres grands cépages blancs de la région, mais le premier étant très souvent associé dans l'imagerie populaire aux vins issus de vendanges tardives, qui n'ont plus trop la cote comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le Sauterne, et le second pouvant créer la confusion auprès du grand public avec le Pinot Noir, eh bien je pense que les très grands Riesling alsaciens ont de vrais atouts à faire valoir. Parce que, point positif, les très grands vins blancs d'Alsace sont encore aujourd'hui relativement accessibles. Une rapide recherche internet m'a par exemple sorti le Grand Cru Mambourg 2014 de chez Marcel Dice à 65€, le Grand Cru Münchenberg 2015 en Riesling de chez André Ostertag à 40€, ou encore le Riesling Grand Cru Brand Vieille Vigne 2010
du domaine Zind Umbrecht à 78 €. Alors oui, j'ai bien conscience que les prix paraîtront salés pour certains, mais j'ai volontairement pris des Alsace Grand Cru de vignerons très réputés. Parce que là, clairement, je vous parle d'artisans qui appartiennent au top 10 des producteurs de la région. Et si on part du postulat qu'ils comptent parmi les plus grands vins blancs au monde, et que le Riesling est avec le Chardonnay le meilleur cépage blanc, alors je vous encourage à regarder les prix des Chardonnays les plus réputés, en l'occurrence ceux de Bourgogne. Allez, juste pour le plaisir, et parce que je ne résiste pas à l'envie de mettre en avant cette très grande région viticole de petits vignerons artisans passionnés du terroir qui se sont toujours opposés à ces vils bourgeois bordelais et champenois qui ne faisaient bien évidemment, comme tout le monde le sait, que des vins par pure volonté marchande et spéculatrice. Un Meursault premier cru Perrière de la Coche du Riz, ça cote autour de 2000 balles, un Montrachet Grand Cru de chez Leflève se négocie à environ 500 €, et un Corton Charlemagne de chez Bonneau du Martret se vend autour de 200 €. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ceux qui sont considérés comme les plus grands vins blancs d'Alsace coûtent 3 à 60 fois moins cher que les quilles les plus prestigieuses de Bourgogne. Et puis, même sans rentrer dans les grands crus, vous trouverez tout un tas de bien belles maisons alsaciennes qui vous proposeront de beaux vins à tarifs accessibles. La maison Léon Beyer vend son Riesling à 13,55 € sur son site, un Riesling réserve de chez Trimbart se négocie autour de 17 balles, le Riesling classique 2016 de chez Ugel est affiché à 14,40 €. Bref, je ne vais pas vous sortir toutes les grilles tarifaires, mais vous pouvez aussi jeter un œil vers des maisons sûres telles que Bodgail, Alberman ou même la cave de Ribeauvillé, dont les prix ultra abordables seront un choix parfait pour les néophytes qui veulent s'initier au vin d'Alsace. Alors voilà, j'espère, chers amis alsaciens, que vous ne m'en voudrez pas trop pour le portrait assez noir que j'ai établi en préambule. Bien de moi l'idée de critiquer cette région, croyez-moi. Ayant été en colocation avec 3 fiers représentants de votre saint peuple, j'ai une véritable sympathie pour ses habitants. Et notamment pour Adrien, jeune entrepreneur strasbourgeois que j'ai rencontré lors de mon dernier passage, qui s'est lancé il y a peu dans l'aventure Jus de la Vigne, une box de vin naturel agrémentée d'une chouette chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en description pour les curieux. Mais le fait est que cela m'attriste profondément de constater que votre vignoble, qui s'est construit dans la souffrance et le sang, ne soit pas autant reconnu qu'il le devrait. Confronté aujourd'hui à cette difficile équation mêlant des notions d'appellation, de cépage, de grand cru, de marque, d'étendue de gamme, ou encore de terroir à consonance germanique difficilement mémorisable pour les non-alsaciens. Mais peut-être que la consécration de la région ne passera ni par une refonte et un approfondissement du système d'appellation, ni par la valorisation du Riesling, mais par la biodynamie. Alors, je sais qu'en évoquant ce nom, nombre d'entre vous vont sentir leur poil s'hérisser et vont me rétorquer que celle-ci est une non-science fantaisiste. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je ne peux pas leur donner entièrement tort, prenez votre mal en patience, on reparlera de l'épineux cas de la biodynamie dans un épisode spécial. Mais le fait est qu'aujourd'hui, cette pratique agricole est considérée par les consommateurs et le grand public comme une agriculture biologique plus et que l'Alsace, vignoble le plus biodynamique d'Europe, comme l'annonçait la Revue du Vin de France, dans un dossier spécial, a une très belle carte à jouer, commercialement parlant, j'entends. Bref, conclusion, buvez Alsace, et consacrez ce vignoble qui, tel un phénix, a eu le mérite de se réinventer sans cesse et à outrepasser les différentes crises qu'il a subies afin de lui attribuer enfin la vraie place qu'il mérite de droit. Allez, skilt!